fait avec amour et préparé avec amour. C'est binge audio, quoi. Salut, c'est Thomas Rozek. S'il y a bien un chantier titanesque qui occupe la région parisienne depuis maintenant plusieurs années, c'est bien le Grand Paris, ce projet multifacette qui vise à transformer la capitale et ses environs. L'une de ces facettes, sans doute la plus emblématique, elle concerne les transports, un enjeu crucial s'il en est en région parisienne, et elle s'appelle le Grand Paris Express, c'est-à-dire l'ajout de plusieurs lignes de métro inter-banlieue et l'extension de lignes existantes. Avec la participation de la Société du Grand Paris, on a eu envie d'aller se balader le long de ces futures lignes de métro pour comprendre comment tout ça change ces territoires. Gentrification, désenclavement des banlieues, sortir de l'orbite de Paris, décisions politiques présentes et passées, toutes ces interrogations sont au cœur de la déambulation en 4 épisodes que signe pour nous Camille Jusa, une série réalisée par Thomas Plé, dont voici le premier épisode. Bienvenue dans Programme B. Le développement des grandes zones qui portent l'avenir économique du Grand Paris appelle un nouveau système. Ce que vous allez créer, ce sont des œuvres. Un aménagement dont nous serons les premiers bénéficiaires, dont nous sommes d'abord les premiers responsables. Transport automatique, rapide, grande capacité pour relier les grandes polarités urbaines de demain. D'ici 2030, il y aura dans la banlieue parisienne 68 nouvelles gares et un tout nouveau métro. 68, ce chiffre donne le vertige et on imagine à quel point la banlieue va être bouleversée par ce qui est le plus gros chantier d'Europe. Car à 10 ans de la livraison, ceux qui pratiquent la banlieue le savent, partout ça fore, ça creuse, ça bosse. Dessous, les tunneliers avancent, dessus, des palissades et des grues, des quartiers qui se transforment, d'autres qui naissent. À la clé, la promesse de se déplacer plus vite, de ne plus dépendre des RER et cesser de regarder uniquement vers Paris. Alors, on s'est amusé à parcourir ces nouvelles lignes en construction, faire une petite cartographie de ce Grand Paris en train de se modifier. Et pour commencer, aux confins de l'agglomération parisienne, là où la ville se fond dans la campagne, sur le plateau de Saclay. Sur Google Earth, ce sont de grandes parcelles agricoles sur lesquelles, en zoomant, on découvre, au milieu des champs, l'école polytechnique, l'école centrale, des labos de physique et de chimie, un accélérateur de particules et surtout, des dizaines de chantiers. Longtemps isolé, le plateau et sa toute nouvelle communauté seront desservis en 2026 par 3 arrêts de la ligne 18 du Grand Paris Express. Mais pour l'heure, c'est par le RERB, puis une longue ascension qu'on s'y rend. Grand Paris Express, le Grand Tour. Premier épisode, à l'assaut du plateau de Saclay et d'un campus XXL, avec Françoise Fromonot, professeure d'architecture. Françoise Fromonot, pour rejoindre le plateau de Saclay aujourd'hui, il faut prendre le RERB et on vient de traverser ensemble ce petit bazar de la banlieue sud de Paris et on a atterri là dans cette petite banlieue endormie sur les coteaux de l'Yvette. Oui, enfin, je ne sais pas si cette banlieue est si endormie. En tout cas, elle est calmement opulente, on pourrait dire, dans une géographie très belle. Voilà, celle de la vallée de l'Yvette, où nous sommes descendus à la station Le Guichet, qui est une des stations qui desservent, enfin, si l'on peut dire, parce qu'il va falloir marcher pas mal pour l'atteindre, donc le plateau de Saclay. Son urbanisation est très liée à l'implantation au milieu du 19e de la ligne de Sceaux. Alors bien sûr, la ligne de Sceaux comme telle n'existe plus. Elle a été prolongée dans Paris, hors de Paris vers le sud. Puis le RER a été créé en 1977. On a raccordé, en passant par la nouvelle station des Halles, les tronçons sud et nord à partir de la gare du Nord jusqu'au nouvel aéroport de Roissy. Et donc la ligne du RERB est au fond une coupe transversale sur le Grand Paris, depuis un point d'arrivée international et un grand bassin d'emploi qui est l'aéroport avec ses alentours, à travers presque le quart d'eau parisien, mais en souterrain. Et réellement, c'est une ligne tout à fait extraordinaire. Alors le RERB
avant qu'il soit RER, on l'appelait déjà dès les années 60 la ligne des profs, parce que l'implantation de facultés, la faculté d'Orsay, le campus d'Orsay, d'autres écoles, et puis ensuite sur le plateau de Saclay, l'école polytechnique, voilà, ces lieux sont desservis par cette ligne. Le plateau de Saclay, on va le voir, a été mité depuis longtemps par des implantations. Ça commence avec le CEA, le Centre de l'énergie atomique, dans les années 40. Ça se poursuit avec un certain nombre d'implantations un petit peu erratiques, comme ça, en termes d'urbanisme. Et en effet, l'accession au rang de grands pôles d'attractivité, de clusters, de Silicon Valley à la française, ce destin brillant auquel le plateau est promis depuis 2009, voilà, est une sorte d'extrapolation et d'intensification d'un phénomène déjà ancien. C'est une véritable banlieue métropolitaine, quelque part. En plus, on n'est pas très très loin d'Orly, donc il y a des avions qui passent sans arrêt. Donc il y a cette espèce de mélange vraiment très beau entre cette sorte de campagne urbanisée, la présence de la métropole, le son du RER qui nous y rattache comme un cordon ombilical. Françoise Fromonneau, pour monter sur le plateau de Saclay, on a pris un escalier et là on est vraiment ailleurs. Le plateau de Saclay est à, je crois, 160 mètres au-dessus du niveau de la Seine, de la vallée de la Seine. Donc il y a un dénivelé très fort. Donc on peut le gravir soit à pied, donc comme nous l'avons fait, par ces escaliers. Il y a des systèmes d'escaliers très beaux, très droits, qui ont l'air de monter vers le ciel, comme ça, quand on les emprunte. On peut évidemment venir en voiture et, dans ce cas, emprunter ces routes à lacets qui traversent ces coteaux boisés. Un aménagement dont nous serons les premiers bénéficiaires, dont nous sommes d'abord les premiers responsables. Alors on aperçoit derrière les frondaisons, encore un peu plus haut, les premiers bâtiments du nouveau campus. Et réellement, c'est vrai, on est ailleurs. On parlait tout à l'heure de ce diamètre que parcourt le RERB entre Roissy et Saint-Rémy-les-Chevreuses. Voilà, on mesure réellement physiquement le contraste paysager, social entre ces deux moitiés de la ligne. On est arrivé sur le plateau et on a découvert en plein ciel de grandes boîtes posées au milieu d'un immense chantier. J'ai vu passer quelque part le chiffre de 5 millions de mètres carrés qui vont être construits pour accomplir la promesse de ce cluster de recherche scientifique qui commence déjà à associer ces bâtiments qu'on voit, qui contiennent une grande école, un centre de recherche, une résidence étudiante. Un peu plus loin, on verra que des logements pour les familles ont été ajoutés au programme pour donner un peu de vie à ce qui, sinon, serait un pur campus universitaire et scientifique. Et vraiment, oui, le contraste est tout à fait étonnant. Et en même temps, le projet de Michel Dévigne, qui est le mandataire du groupement d'architectes urbanistes, paysagistes, qui a conçu le plan général stratégique pour l'urbanisation du plateau et sa transformation en cluster de recherche. Donc ce projet de Michel Dévigne fait pénétrer très finement ce paysage dans cette grille urbanisatrice. Ce que vous allez créer, ce sont des œuvres. On a slalomé entre les palissades, les ouvriers en gilet orange et les engins jusqu'à arriver à un bâtiment flambant neuf, une résidence étudiante posée sur un grand parking tout autour d'un jardin. L'édifice a remporté un grand prix d'architecture et vient d'ouvrir ses portes. Et sur son toit, des étudiants qui se réveillent dans de grandes colocations. Je m'appelle Alban Dautuil, donc je suis en première année d'école d'ingénieur à Télécom Paris. Et voilà, j'ai fait ma prépa à Paris et je viens d'Aix-en-Provence.
C'est super sympa d'être sur les toits, comme vous voyez. On est en plein confinement, comme je pourrais le dire, on n'est pas du tout enfermé. Devant moi, on a les bâtiments EDF, évidemment. C'est tout le technopôle qui se construit sur le plateau de Saclay. La vue n'est pas magnifique, mais c'est agréable de la voir. On voit des bois, des champs. Tout à fait. C'est vrai qu'on a une certaine verdure qui est appréciable. C'est l'épée à double tranchant de Saclay. Le côté sympa, c'est qu'on a la verdure à côté et on a tout ici, au niveau des écoles, au niveau des logements. Et le côté un peu moins sympa, vous l'avez vu, c'est qu'il faut venir soit en voiture, ça prend une petite heure quand on a de la chance, soit en RER, et voilà, c'est aussi compliqué. Et alors, votre école est où ? Je vais vous la montrer, vous ne pouvez pas la rater là. Elle est juste là, c'est le bâtiment beige et brun que vous voyez, qui est tout nouveau. Avant, ils étaient rue Barrault à Paris. Vous voyez, on fait 50 mètres, 100 mètres. Pour relier les grandes polarités urbaines de demain. Vous avez peut-être préparé cette école en pensant que vous étiez à Paris. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on vous a dit allez hop, direction Saclay ? Pour l'anecdote, j'ai des cousins qui sont passés par Saclay aussi. Donc je dois dire que j'étais peut-être un peu plus au courant de la vie sur le plateau de Saclay. Alors moi, ça m'a pas du tout choqué. De toute façon, quand on est pris, on n'a pas vraiment le choix et on dit hop, on embarque et on va là-bas, on se pose pas la question. En tout cas, quand on est dedans, c'est vrai qu'on peut comparer avec la vie parisienne. J'ai des amis qui, pour le coup, voulaient absolument prendre les mines de Paris, par exemple, parce qu'ils sont encore situés dans Paris et qui voulaient profiter de la vie à Paris et ne pas être excentrés ici. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment le choix puisque c'est des directives qui sont prises au niveau de notamment l'Institut Polytechnique de Paris. Donc c'est le rassemblement des écoles avec l'IX, avec l'ENSTA, avec Télécom notamment. Et ils ont voulu faire un centre d'éducation qui rayonne donc, au niveau national. Donc évidemment, ils n'ont pas le choix de se regrouper pour prendre plus d'envergure, bien sûr. Quand vous dites, moi je savais ce que c'était la vie sur le plateau de Saclay, parce qu'il y a une vie ici ? Oui. Non, il y a une vie et elle est sympa. Ça va être un confinement à l'échelle plus large. Parce que vous serez dans le plateau de Saclay, il faut venir. C'est difficile d'y arriver et d'en sortir. Vous allez rire parce que c'est des propos vraiment... on se croirait dans une aventure. Non. Alors le problème, c'est que comme on n'est pas à Paris, c'est assez difficile par exemple pour faire ses courses ou des choses comme ça. On a un tout petit Franprix ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus abordable. Donc soit on a la chance d'avoir des amis qui ont des voitures. Le bus est très bien relié pour faire le tour des écoles jusqu'à la gare de Massy-Palaiseau. En revanche, pour aller dans un petit magasin, pour aller faire dans un supermarché, le bus va pas forcément passer juste devant. Donc on se débrouille, on y va parfois en vélo, on y va en voiture, on se débrouille. Et puis vous êtes juste devant la future gare du Grand Paris Express. Oui, c'est vrai. Il y a des chances qu'on soit déjà parti. Oui. Mais effectivement, ça sera quelque chose de sympa. Alors il faut voir le tracé de la ligne, parce que moi on m'a dit que ça sera un tracé périphérique autour de Paris. C'est pas un métro qui nous mènera directement dans la ville. Du moins c'est ce que j'ai entendu dire. Donc on verra bien. Mais c'est une bonne chose qui relie enfin, ou du moins mieux, le plateau de Saclay, bien sûr. Orsay-Gif, ligne 18, passagers prévus, 30 000 par jour, livraison 2026. Il y a des cafés ? Non, pas du tout. Alors ça se développe un tout petit peu du côté de Centrale, donc à 3 km un peu plus loin vers là-bas. Ils ont ouvert une pharmacie, ça c'est bien. Ils ont ouvert un opticien et une espèce un peu d'épicerie, vous voyez, donc c'est des petits mets délicats. Bon, alors le problème c'est que je sais pas s'ils ont très bien ciblé leur cible. On n'est pas non plus... on n'est pas à Bagdad, vous voyez, c'est quand même... c'est tout à fait vivable. Et après il faut aimer les bâtiments. Moi je suis beaucoup plus sensible aux immeubles haussmanniens dans Paris, dans l'ancienne école, que à ce genre de nouvelles constructions. Donc là vous allez aller en cours, vous allez déjeuner ? Là je vais d'abord déjeuner et après j'irai en cours cet après-midi. Ouais. Non seulement des gares, non seulement des lignes, mais aussi des monuments qui resteront pour longtemps. Mais qu'en même temps, ça sera un projet de réurbanisation, d'urbanisation différente, et qu'on va non seulement gagner du temps, mais vivre dans des endroits plus beaux et plus agréables. Françoise Fromono, on est sur une sorte de petite placette en triangle végétalisé entre Télécom Paris et une résidence étudiante qui raconte bien ces deux bâtiments que ici se passe, en plus d'un grand aménagement, une sorte de grand concours d'architecture qui va courir sur plusieurs années.
Et oui, l'organisation verticale de la conception de l'urbanisme à l'architecture en France emboîte comme ça les concours. Donc voilà, on a une sorte de concours à plusieurs échelles qui court depuis 12 ans et qui continue à faire avancer et densifier cette empreinte au sol théorique qui devient de plus en plus réelle au fur et à mesure que les bâtiments se construisent. Il y a eu, c'est visible, c'est évident, un souci de prévenir les travers de l'architecture des ZAC des années 2000, dans lesquels chaque architecte faisait son petit geste, qui parfois ont pu être appelés gesticulation, affirmait l'identité de son projet par une singularité exagérée. Là, au contraire, on sent qu'on n'a pas voulu faire un zoo d'architecture, un zoo d'espèces. On a plutôt voulu s'en tenir à un type d'animal constructif. Donc on voit une sorte de retenue et à une sorte de retour à des fondamentaux assez classiques de l'architecture moderne. Est-ce qu'ici, on va réussir cette espèce de grande promesse que finalement, on pourrait ne pas dépendre de Paris ? Mais je crois que c'est déjà le cas, vous savez, la banlieue... Quand on y habite, quand on y vit, quand on y va souvent, on se rend compte qu'elle a une identité, elle a des identités, parce que la périphérie parisienne est très variée, très diverse. Nous sommes venus ici en RER, alors bien sûr, on a cette tendance à se dire la relation est indispensable à Paris, mais non. Moi je connais beaucoup de gens qui vivent en proche ou lointaine périphérie. Ils ont leurs univers, leurs magasins, leurs shopping centers, leur cinéma de quartier, leurs parcs, leurs habitudes. Et je ne crois pas que ce soit encore si vrai, cette obsession de la centralité parisienne. Alors la particularité quand même, on a insisté tout à l'heure sur la géographie, sur l'élévation du plateau en termes altimétriques, qui en fait une forme d'insularité tout de même. Donc c'est peut-être cette particularité d'origine qui risque de le maintenir comme une sorte de petite utopie suspendue, enfin utopie dans le sens pas forcément positif d'ailleurs, dans le sens de projet total, organisé, presque militairement, dans un endroit un petit peu isolé. Mais il ne le sera plus isolé théoriquement, puisque ce métro va se construire, puisque 3 stations de la ligne 18 seront ouvertes théoriquement en 2026-2027. D'ici là, le quartier sera sans doute beaucoup plus peuplé. Alors il y a la grande difficulté évidemment des différentes temporalités, de toutes ces couches d'urbanisation qui font que les arbres poussent à leur vitesse, les bâtiments plus vite et encore pas très vite. Voilà, donc la ville se fabrique. Alors reste à savoir, mais comment le savoir ? Si réellement elle répondra à ce qu'on attend d'elle. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est un peu en plein vent, dans un espace très dilaté, peu fréquenté. Tournez à droite sur rue Francis Perrin. Alors, je ne sais pas du tout où on va aller là. On va tenter d'aller à droite. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre. Ce qui est quand même toujours une possibilité sur le campus. Même quand on y vient presque tous les jours. Même moi, ça me surprend à chaque fois que je viens quelque part. C'est-à-dire que ce week-end, j'ai fait des expériences à Soleil sur le synchrotron. Et donc, c'est un bout du campus où je ne vais jamais. Et j'ai été vraiment frappé en me disant... mais ça a encore changé. On a l'impression qu'on est dans le domaine des dieux d'Astérix, quoi. C'est-à-dire que on s'absente pendant 3 mois et hop, il y a un nouveau bâtiment. Frédéric Restagno, vous faites quoi ? Donc moi, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis physicien au laboratoire de physique des solides. Et mon sujet de recherche, c'est la physique des matériaux polymères, essentiellement. Alors on va grosso modo à l'autre bout du campus, puisque l'université Paris-Saclay, ça fait plus de 10 km de long. C'est une route au milieu des champs. Et de nouveau des grues, hein. Donc sur la gauche, là, on a une zone qui est assez urbanisée, au sens où il y a des logements. C'est un des endroits où il y a des logements. Et je crois qu'il y a des logements de particuliers, en fait, quand même. C'est pas que des logements étudiants.
Sans doute parce que c'est par là que sera la prochaine station de métro de la ligne 18. Donc par là, il va avoir sans doute un petit peu de vie quand même. CEA Saint-Aubin. Passagers prévus, 14 000 par jour. Livraison, 2026. Quand il a été décidé de faire de cet endroit ce pôle d'excellence, de recherche, le cluster, la Silicon Valley, enfin on peut décliner, il y a plein d'appellations, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? La création de l'Université Paris-Saclay, par exemple, ça a fait que il y a des sources de financement qui sont partagées entre les différents, ce qui étaient des établissements indépendants et qui sont maintenant aujourd'hui regroupés à l'Université Paris-Saclay. Donc ça force un peu à se croiser. Mais bon, ça reste pas si facile que ça. Et les distances sur le plateau, elles sont quand même assez grandes. Et les transports en commun sont pas toujours très faciles. Entre le point où on est actuellement et mon laboratoire, il y a 15 bonnes minutes à pied. Déjà, il y a pas mal de gens qui le font en voiture parce que 15 minutes quand il fait froid, quand on est pressé, etc. Et puis, c'est pas sympa. C'est entre, alors, pour le moment, des palissades, des grues, des no man's land. De ce que je vois aujourd'hui du plateau de Saclay, ça ressemble quand même à une zone de bureau, c'est-à-dire un bâtiment, un parking, un bâtiment, un parking, un bâtiment, un parking. Et donc, la probabilité qu'il naisse des choses, des rencontres de ça, me paraît pas certaine. Et pour tout vous dire, moi, mes collaborations, elles sont largement autant avec les gens de Paris-Centre qu'avec les gens de Paris-Saclay. Le projet Paris-Saclay, c'est un projet de Nicolas Sarkozy, du président Sarkozy, et qui faisait un vrai changement de la vision de la droite en lien avec la recherche par rapport à ce qui se passait précédemment. On peut être positif, il y a des choses qui sont des bonnes choses. C'est-à-dire que dans l'université Paris-Saclay telle qu'elle va être construite, il y a un rapprochement de l'université et des écoles d'ingénieurs, par exemple. Après, moi je pense que ce rapprochement des grandes écoles et de l'université, c'est une très bonne chose. Plein d'universitaires ont sauté sur l'occasion, je veux dire, en se disant, écoutez, on va refaire les labos, on va refaire des choses, et ça c'est vrai qu'on l'a fait. Donc, mais le rêve ultime qui est de faire cette Silicon Valley, ça va pas se faire comme ça. C'est-à-dire que c'est un changement aussi d'état d'esprit. On va pas changer du jour au lendemain, je pense. Alors, dans ce changement, il y a toute une question, c'est d'où on trouve l'argent. Où on trouve l'argent pour faire fonctionner ces grandes universités. C'est-à-dire que si on regarde les modèles économiques des universités en France par rapport aux États-Unis, au fond, le secteur public en France, l'État, met pas beaucoup moins d'argent qu'ailleurs par étudiant. La grosse différence, c'est qu'ailleurs, les familles mettent énormément d'argent, les industriels mettent énormément d'argent. La question, si on se revoit dans 10 ans, c'est est-ce qu'on sera allé vers ce système-là, ce modèle-là d'université dans lequel les familles payent beaucoup ? Ça va pas être facile à faire, puisque les sommes en jeu sont incommensurables avec ce qu'on paye en France. Palaiseau, ligne 18, passagers prévus, 20 000 par jour. Livraison, 2026. Ce qui est certain, c'est qu'ici, sur le plateau, on est en train de réunir l'élite scientifique française et l'élite architecturale mondiale. Renzo Piano pour l'École normale supérieure, Rem Koolhaas pour Centrale Supélec, les grands noms s'entrechoquent à mesure que défilent les bâtiments posés sur de larges avenues verdoyantes. Ici, c'est sûr, quelque chose plane de l'Amérique. Oui, alors bien sûr, le mythe américain, et d'ailleurs c'est quelque chose qui renvoie plutôt aux années 60 qu'au futur. Il est déjà présent dans le projet lui-même, dans son imaginaire tourné vers l'indépassable Silicon Valley, vers l'image ou l'idée même du campus, qui est quand même une organisation universitaire qui est plutôt anglo-américaine que continentale, enfin européenne. Et puis, il est relayé dans un certain nombre de principes du projet d'urbanisme général. L'idée de
de comprendre l'urbanisation comme une sorte d'instauration d'une géométrie potentielle qui ensuite peut accueillir toutes les constructions, alors à New York, les plus délirantes, ce dont on a vu qu'ici, c'était pas exactement le cas. Voilà. Et puis, l'imaginaire américain, c'est aussi cette volonté de bâtiments posés comme ça sur un paysage très généreux, des grandes pelouses et ouverts. Au fond, il y a une sorte de perméabilité d'usage visuel souvent, mais d'usage aussi, entre l'espace public et les bâtiments qui étaient voulus, un peu comme dans la banlieue américaine. Donc il y a toute une logique paysagère qui a une référence explicite à la manière dont le grand paysage américain a pu être mobilisé, relu d'une manière à la fois pittoresque et utilitaire au service d'une urbanisation nouvelle. C'était Grand Paris Express, le Grand Tour, un hors-série programme B de Camille Jusa et Thomas Plé, avec la participation de la Société du Grand Paris. Dans le prochain épisode, direction Vitry-Centre sur la ligne 15 Sud. Contrairement à Saclay où tout s'invente, le métro arrive ici au milieu d'une banlieue ancienne et dense. On y parlera rénovation urbaine et on essaiera d'y voir plus clair dans le millefeuille qu'est la banlieue parisienne.